Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football. Aujourd'hui, petit débrief à propos du match Portugal-Turquie, victoire 3-0 des Portugais qui en tout cas valident leur qualification, qui ont montré vraiment du mieux par rapport au premier match qui était quand même pour eux un peu ronronnant sur bien des aspects. Le Portugal qui a montré un peu de jeu mais c'était pas non plus spectaculaire, il y a quand même eu pas mal d'erreurs techniques, pas mal d'erreurs, qu'elles soient collectives ou individuelles, mais en tout cas ils ont su se faciliter ce match contre la Turquie qui eux avaient fait un très beau match contre la Géorgie qu'on avait débriefé bien sûr l'autre jour, qui était un des plus beaux matchs, si ce n'est peut-être le plus beau match quasiment de l'Euro 2024, mais aujourd'hui ils ont totalement joué à l'envers, ils ont totalement déjoué, n'ont pas su se lâcher comme ils l'ont fait l'autre jour, en tout cas même si aujourd'hui l'opposition portugaise est quand même plus intéressante, plus forte bien sûr que la Géorgie, sans leur manquer de respect bien sûr, mais la Turquie aujourd'hui n'a pas su jouer à fond comme l'autre jour, n'a pas su se mettre en facilité, n'a pas su pousser le Portugal dans ses retranchements, n'a pas su en tout cas faire déjouer les pronostics. La Turquie qui possède quand même une équipe intéressante, avec des joueurs assez physiques, d'autres un peu techniques, en tout cas un collectif assez huilé et intéressant, même si on rappelle que, je l'avais dit déjà l'autre jour, ils n'avaient pas fait la plus belle des préparations avant l'Euro, mais aujourd'hui ils sont carrément passés à côté. Et le Portugal, comme je disais, s'est facilité la vie car ils ont mené quand même 2-0 assez rapidement. Déjà le premier but qui vient après que la Turquie pourtant avait fait une meilleure entame de match, avait déjà poussé très fort pour faire douter les Portugais, les fait reculer un maximum. Ils avaient du mal en tout cas à sortir de la pression turque qui petit à petit tirait plusieurs fois, arrivait facilement à se mettre en position de frappe. Mais dès que le premier but du Portugal a été marqué, sur une belle incursion de Nuno Mendes qui a centré, il y avait beaucoup de présence dans la surface côté portugais, avec des joueurs en tout cas qui étaient libres, qui explosaient les espaces en tout cas avec plaisir de la Turquie, qui était un peu désorganisée sur les phases défensives à force de trop se projeter par moment et de manquer un peu d'expérience certaines zones de jeu en phase de possession ou de récupération. Et du coup, les Portugais avec Bernardo Silva qui récupère bien en tout cas quasiment au point de penalty, un ballon que Ronaldo était un peu trop court à reprendre, il était un peu trop devant, mais Bernardo Silva, tu vois, qui a pu ouvrir le score, qui se montre enfin quasiment utile avec le Portugal parce qu'il passe très souvent à côté des matchs. Que ce soit techniquement, tu le sens paumé, tactiquement, il se déplace souvent, il essaie de permuter avec ses coéquipiers, de dézonner, mais avec très peu de succès, il fait très peu de passes D, il marque très peu de buts, il est jamais trop impliqué non plus dans les phases défensives comme offensives. Là, en tout cas, il ouvre le score, c'est avant tout ça qu'on lui demande, même s'il faut pas s'extasier non plus parce qu'il a pas fait le match du siècle, Bernardo Silva. Tout comme Bruno Fernandes, tous les deux sont très en deçà de leur niveau en club et malheureusement ça pousse un peu le jeu du Portugal vers le bas. Il y a que Vitinha à mon sens qui rayonne vraiment match après match dans tous les secteurs de jeu au Portugal et qui montre vraiment c'est quoi se mouiller pour le maillot du Portugal, en tout cas au milieu de terrain. Mais vraiment, Bernardo Silva qui ouvre le score, ça lui fera sûrement du bien pour la suite de la compétition. Mais après ça, il s'est passé quand même quelque chose d'assez inattendu. On a peut-être eu le contre son camp le plus improbable de la compétition. Et vraiment le genre de contre son camp où tu comprends pas comment c'est possible à ce niveau-là. Tellement ça paraît ridicule, tu vois. T'as déjà l'action avec un Cancelo que personnellement je n'en peux plus de le voir sur le terrain. Pour moi ce mec-là est surcoté. Il a eu un excellent passage pendant un temps à Manchester City. Mais si City et Guardiola l'a jeté, c'est pas pour rien. Si le Bayern ne l'a pas gardé et qu'il a flop là-bas, c'est pas pour rien. Et si le Barça, auquel il n'a pas été très intéressant, ne compte pas mettre de l'argent pour le garder, c'est pas pour rien non plus. Et vraiment, Cancelo, moi, il me fatigue. Que ce soit techniquement, etc. Le mec, il est à la ramasse complet, frérot. Quand Ronaldo lui fait un appel en profondeur, le mec, il ne lui donne pas. Il attend que Ronaldo arrête son appel pour lui donner, à contre-courant. Et ça, il le fait tout le temps. Et peu importe que ce soit Ronaldo ou quelqu'un d'autre, il a toujours des passes dans le mauvais timing, toujours des passes imprécises. Pourtant, il était connu pour faire des centres de l'extérieur, ou en tout cas enroulés, toujours sur la tête de ses coéquipiers ou des belles frappes. Là, il n'y a ni belle frappe, ni belle passe, qu'elle soit courte ou longue. Et Cancelo, vraiment, c'est une descente aux enfers qui est impressionnante. Et pourtant, en très peu de temps, il s'est écroulé, le mec. Et mine de rien, comme si le malheur finalement s'est transformé en bonheur et comme si c'était un mal pour un bien, sur la passe en profondeur, le défenseur court et fait une passe en retrait mais en plus super forte dans le sens des cages à son gardien qui lui avait suivi pour la récupérer sur la passe en profondeur. Ils sont pas parlé du tout, ils sont même pas regardés à aucun moment donné, mais c'est impardonnable, le ballon qui rentre dans la cage, personne pour la stopper. C'est pas normal. Déjà, non seulement jamais tu remets une passe en retrait dans ta cage, toujours un peu décalé de la cage.
toujours. Mais en plus, le manque de communication et le fait que le mec ne regarde jamais la balle, et en plus, il a même pas regardé si CR7 le poursuivait ou pas. C'est quand même un truc de fou de même pas regarder, voir si t'es pressé ou pas. Et du coup, le manque d'expérience ou le manque, je sais pas, de QI football, ça a coûté cher à la Turquie. Parce que tu prends un but comme ça, déjà de base, le premier but il vient sur un temps fort turc, et de l'autre côté, tu marques pas, et en plus, tu leur offres un deuxième but. Contre une équipe qui est meilleure que toi, individuellement comme collectivement, qui par la suite n'avait plus qu'à maîtriser, plus qu'à jouer sur ses points forts en tout cas, pour démolir les Turcs qui arrêtaient pas de subir au bout d'un moment, et qui avaient du mal même eux maintenant à sortir de leur camp, avec un déficit de 2-0 qui n'arrivait pas à choper les transitions, à choper la verticalité, qui n'arrivait plus à tirer correctement, ou avoir du moins des grosses occasions, parce que finalement les Turcs, à part des frappes extérieures de surface, des frappes contrées, des ballons au bout de course, en tout cas des ballons in extremis, ils ont pas eu des grosses occasions les Turcs, et c'est quand même dommage, parce qu'on avait vu contre la Géorgie, plus d'implication, plus de générosité, plus de dépassement de fonction, là ils se sont éteints, et franchement le deuxième but c'est un coup de massue, tout comme un peu l'Ukraine, avec Lounine qui avait fait 2 ratés, en tout cas 2 fautes de main sur les 2 premiers buts de l'Ukraine, qu'ils avaient encaissé, ça les avait tués. Mais là, vraiment, pour le coup, tu te retrouves avec une équipe turque qui, malheureusement, se retrouve devoir tout jouer son va-tout au prochain match. Même si je pense qu'ils se qualifieront, hein, y a pas de souci, parce qu'ils ont un bon potentiel, ils ont un bon groupe. Après, il y a Arda Güler qui était fatigué parce qu'il a pas joué souvent 90 minutes dans la saison avec le Real Madrid, entre les blessures et avec Ancelotti lui bloquait un peu le rythme en le faisant rentrer une fois de temps en temps. Le fait qu'il a joué 90 minutes l'autre jour à très haut niveau, ça l'a empêché de jouer dès le départ pour ce match-là. Et quand il est rentré, il pouvait pas faire trop de différence. Son équipe était déjà touchée, le Portugal en confiance. Et quand t'as un Pepe, quand t'as un Ruben Dias qui sont au-dessus du lot dans les interventions, qui coupent toutes les balles en profondeur, qui sont à fond dans les duels, qui récupèrent avec un impact incroyable, quand la défense elle est aussi infranchissable que le milieu de terrain, même avec un Bruno Fernandes ou un Bernardo Silva un peu en deçà, il domine la possession et globalement les occasions, et que les attaquants, même comme Leao, etc., étaient plus ou moins en confiance. Leao c'était quand même mieux que l'autre jour, mais c'est pas encore ça. En plus il va rater pour suspension, accumulation de cartons jaunes le prochain match, mais c'est vrai que tu vois, là actuellement le Portugal, il y a quand même des individualités qui pêchent, mais malgré tout, ils remportent leur match. Donc tu vois, ils ont fait les devoirs, ils vont pouvoir se reposer un maximum en faisant tourner pour le 3e match de poule. Mais c'est vrai que pour préparer au mieux la suite, mais tout comme l'Espagne bien sûr, mais ou l'Allemagne. Mais c'est vrai que tu vois, il y a quand même des joueurs qui ne sont pas encore à plein niveau. Et tu vois, la Turquie aujourd'hui, à part Çalhanoğlu, etc., des calibres comme ça, c'était un peu trop faible aujourd'hui. Dans plein de niveaux, et c'est un peu dommage. Mais en tout cas, la Turquie, je continue de dire que ça reste quand même une possible équipe outsider et belle surprise potentielle de l'Euro, mais va falloir faire mieux au 3e match et montrer qu'ils sont pas là pour rien et qu'ils peuvent vraiment faire mieux. Voilà. Après, je pense que voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ronaldo, c'est vrai que si je peux en parler vite fait, c'est quand même impressionnant à son âge ce qu'il est en train de faire. 39 ans, le mec c'est un leader sur et en dehors du terrain. C'est quelqu'un qui a aujourd'hui une générosité qui est incroyable. Il offre le 3e but à Bruno Fernandes, qui lui-même plutôt par 2 fois ne lui donne pas la balle ou met des frappes et des grandes chiches au second poteau, enfin du même au 3e poteau tellement il cadre pas. Et lui, à chaque fois tourné vers le collectif, il oriente le jeu, il revient défendre, il est toujours mobile pour ses coéquipiers même s'il est pas servi 9 fois sur 10, que ce soit à gauche, dans l'axe ou à droite. Avec Bernardo Silva, il combine plein de fois, il a offert plein de possibilités de tirer à ses coéquipiers, alors que par moment, peut-être par le passé, il aurait contrôlé, se serait retourné, aurait frappé, ou aurait tenté dans des tirs des fois improbables. Mais là, il est vraiment tourné vers le collectif. Il a une attitude qui est exemplaire, et pour moi, c'est exactement ce qu'il faut. Il sait que son temps pour briller a été derrière lui. Aujourd'hui, il sait que le Portugal a un bon collectif globalement sur le papier, a de belles individualités, de beaux jeunes et des joueurs expérimentés encore là. Ils savent qu'ils peuvent aller loin et globalement, être au service de ce collectif-là et surtout faire briller les autres plutôt que briller lui, pour aller au bout, peut-être qu'il est prêt à faire ça et globalement, mettre son ego de côté, même si ça le dérange, je pense, de pas marquer, mais ce qu'il offre, etc. sur le duel, parce que plein de gens allaient penser sur la balle en profondeur et l'erreur turque qu'il allait tirer. Mais non, il a fait la passe pour assurer la victoire, et après voilà. Et même s'il peut être frustré sur certaines balles qu'on lui donne pas, ou on lui donne mal, ou pas dans le bon tempo, tout ça, Ronaldo, c'est exemplaire ce qu'il fait. Et même s'il finit l'Euro sans marquer, et que le Portugal va loin, il aurait été un monstre sur le terrain. Il pèse sur la défense, ses appels sont importants, et même si je pense que certains le boycottent un petit peu mine de rien, même si on ne dirait pas,
je pense que son apport il est indéniable. Et ceux qui voulaient le voir sur le banc, aujourd'hui s'en mordent les doigts. Qui marque ou qui marque pas, il fait la diff. C'est quand même le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, 14 buts, meilleur passeur de l'histoire de l'Euro avec 8 passes D, tout comme il est meilleur buteur, meilleur passeur en Champions League. C'est un véritable monstre et c'est comme ça, peu importe ce que diront les rageux. Enfin bref, en tout cas, match plein du Portugal. À voir ce qu'ils feront tourner pour le troisième match et comment ils vont préparer les huitièmes. Je sais pas contre qui ils vont tomber, mais sûrement un meilleur troisième, un truc comme ça. Je sais plus, mais à voir. En tout cas, j'attendrai que vous me disiez en commentaire quel est pour vous l'homme du match. Moi, pour moi, ce serait soit Pepe, soit Vitinha côté Portugal. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!